Yo, salut les Mugi, voilà, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 7 de la saison 6 de Game of Thrones. Donc voilà, après cet épisode-là, plus que 3 épisodes avant la fin, donc là, ça va vraiment être hoche pour avoir. Enfin, il y a beaucoup trop d'intrigues qui sont. Enfin, je trouve qu'ils sont encore à un point un peu sous-développé au moment où en fait on voit cet épisode, enfin même à la fin de cet épisode-là. Donc voilà, ça laisse pas mal d'intrigues, je pense, pour la saison prochaine. Mais quel épisode! Et voilà, franchement, juste pour vous dire si je suis un petit peu voilà, comme ça, voilà, je suis pas tout à fait remis. C'est bien entendu à cause d'Aria, putain, mais Aria! Oh mon dieu, putain. Ah, mais ça, je le garde déjà pour la fin direct. Bah, c'est la scène qui m'a le plus marqué. Bon, c'est pas la scène que j'ai le préféré, malheureusement. Enfin, heureusement, quelque part, sinon je serais un vrai sadique. Non, non, mais ouais, c'était, putain, mais c'était juste ouf. Mais bon, il y a quand même pas mal de choses. Et puis à noter, non, voilà, la scène préférée, quand même celle qu'on a directement dès le début de l'épisode. Alors, voilà, bon, c'est l'heure de l'épisode. Vu que, voilà, de toute façon, vous savez que j'enregistre la review juste après. Donc là, on est à peu près une heure après, après justement la fin de l'épisode. Enfin, pas après le début de l'épisode. Enfin, juste après bien entendu, juste après la fin de l'épisode, vous m'avez compris. Donc désolé pour pour ce point assez difficile. Mais ouais, donc directement, tu démarres l'épisode, t'as pas le générique. Là, tu te dis, ouh, quand il n'y a pas le générique, en général, c'est qu'il se passe quelque chose d'assez gros, d'assez lourd. Enfin, voilà, c'est très très rare pour être souligné. Et bien entendu, voilà, c'était totalement justifié avec le retour du limier. Voilà, donc Sander Clegane qui fait son grand retour, là, qui pose ses burnes sur la table. Et franchement, encore plus classe qu'avant. Donc je crois qu'il a encore un petit peu modifié sa balade, donc elle est encore plus significative, à moins qu'avant, il avait des cheveux un petit peu sur le côté. Enfin là, j'ai vraiment l'impression que la brûlure ressort un petit peu plus. Alors je sais pas, c'est peut-être le maquillage qui a un peu évolué. On voit aussi qu'il a la barbe un peu plus longue. Enfin, je sais pas, il a beaucoup changé, notre limier national, mais il boite toujours. Enfin voilà, il s'est quand même bien remis, mais voilà, il est quand même encore comment on pourrait qualifier ça? Pas infirme, mais voilà, un petit peu affaibli, mais voilà, n'empêche, il s'est encore bien manié, manié l'âge. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé dès le début de l'épisode. D'ailleurs, je pense que je vais commencer par ça. Par contre, il y a pas mal de thèmes qui sont assez récurrents, donc je pense que ce coup-ci, je vais tout traiter d'une traite par thème. Donc voilà, d'abord le limier, après je pense Port-Réal, après John, et puis donc carrière, comme je vous dis pour la fin, et puis les Greyjoy. Donc ouais, il y a à peu près 4-5 intrigues, si je dis pas de bêtises. Dans cet épisode-là, il y a aussi Vivzeg, voilà, que je garderai aussi un peu plus vers la fin. Mais ouais, l'intrigue du limé, quand même, elle était assez intéressante, vu qu'on a pas mal évolué. Enfin, c'est l'intrigue qui va être la plus récurrente dans cet épisode-ci, enfin qui va même se terminer dans cet épisode-ci, justement, avec son petit groupe de bûcherons, voilà, avec le septon, enfin ça change un peu du septon de Port-Réal, enfin voilà, rappelez-vous dans la saison 5, là. Plus ça tombe bien, j'étais en train un petit peu de la mater en ce moment, avec Laurent Septon qui était juste un gros pervers qui était tout le temps fourré dans les bordels de Littlefinger, enfin voilà, le petit vieux avec sa barbe un petit peu joufflue, enfin je crois que c'est un nom, ça en anglais, enfin je me rappelle plus. Mais donc avec voilà, la moustache qui pousse un petit peu sur les côtés, qui était vraiment un gros pervers de première, alors que là, donc le punaise de Septon ici, qui est interprété par Ian McShane, si vous l'avez pas reconnu, donc c'est celui qui joue Barbe Noire dans Pirates des Caraïbes, pour ceux qui se rappelleraient pas de lui. Donc on a un très très grand acteur, et puis franchement, il était très très classe. Dommage qu'il meurt déjà, putain. Mais quel gâchis, mais je l'ai senti à 2000 km, je me suis dit non, ils vont buter tout le monde, mais ils vont pas le buter lui, putain, ce serait trop tôt. Enfin, mais et puis au final, bah si, donc voilà, c'était assez dramatique, mais bon, vous inquiétez pas, on y arrive. Mais bon, déjà par rapport au limier, donc tu vois un petit peu en mode bûcheron, donc directement dès que j'ai vu sa silhouette, je me suis dit, ah, ça c'est le limier, c'est sûr. Enfin, je sais pas pourquoi je l'ai senti en plus, encore une fois, un grand chapeau à The Grand Est, franchement, chapeau à toi, qu'il avait teasé déjà dans sa dernière, enfin, dans sa review justement, enfin, je sais pas s'il appelle ça une review, mais sa critique de l'épisode 6, qu'il avait dit donc que le limier donc, pourrait faire son grand retour dans cet épisode-ci, donc. Franchement, chapeau bas. Après, je sais pas si t'as deviné ça par rapport au titre de l'épisode, mais franchement, respect à toi. Le mec, encore une fois, il est le roi des prédictions. Voilà, le mec, hein, le maître incontesté. Et donc, je pense très certainement qu'il va réussir à deviner via donc la preview. Donc, la preview que j'ai pas encore vue, je crois que même pas qu'elle est sortie. J'essaierai donc de la mater avant la fin de cette review et puis d'en parler un petit peu en fin de review, bien entendu. Mais voilà, quand même pas mal de points, comme je vous disais, à souligner. Donc pour revenir au limier, voilà, qu'on reprenne un petit peu le fil conducteur, comme je vous disais. Donc voilà, en mode bûcheron, donc j'ai beaucoup aimé quand je vois casser de la bûche, même Yann McShane, donc je crois que je vais l'appeler comme ça, donc voilà, on va dire le septon repenti, voilà, ce sera peut-être plus simple, parce que Yann McShane, ça parle pas forcément à tout le monde, donc l'ancien chevalier, donc de reconvertir un petit peu en septon, donc voilà, qui voit donc le limier en train de casser du bois avec sa hache, comme s'il était en train de marteler, je sais pas, une enclume pour tailler une épée, ou pour, voilà, comme on le voit, comme on l'a vu plusieurs fois, le limier avec ses gros coups d'épée pour les décapiter ou aller planter du monde. Donc voilà, il sait quand même manier entre une épée et une hache, il n'y a pas d'énorme différence, même si lui a la préférence pour l'épée, mais qu'à la fin, il va devoir se rabattre sur la hache. Mais quand même, c'était assez intéressant aussi d'aborder ce point-là. Et donc j'ai beaucoup aimé aussi tout le but de se reconstruire, de se reforger une nouvelle vie, surtout qu'en plus c'est lui qui l'a sauvé, donc à savoir le vieux Septon. Voilà, je vais prendre un petit peu de plaisir à l'appeler dans cet épisode. Et donc, comme je vous disais,
Donc c'est lui qui l'a récupéré après, donc Ariel, elle est abandonnée un petit peu au bord de la mort, donc pas mal de monde croyait qu'il était mort, mais même dans les bouquins, il semblerait qu'il avait survécu, et qu'il avait un titre de fossoyeur, si je dis pas de bêtises, donc voilà, encore un point qui diffère un petit peu avec le livre, même si c'est possible qu'il le devienne un petit peu après, voilà, que l'introduction ait changé, mais que la suite, donc, soit un petit peu la suite logique de tout ce qui se passe. Mais en tout cas, le limier, voilà, qui passe un petit peu incognito, avec ce groupe qui sont un petit peu en train de construire un tour, donc je pense que c'est plus un septuaire en l'honneur donc des sept, vu qu'on voit que le vieux septon a un collier donc, un petit peu en forme de punaise d'étoile à sel blanche, donc qui rappelle donc les nouveaux dieux, donc ceux de Port-Réal, si je dis pas de bêtises, enfin ceux du sud, plus en l'occurrence, vu que c'est plus au nord, c'est plus les anciens dieux, voilà, que ce soit les Baral ou d'autres choses. Enfin, il y a beaucoup de religions dans le monde de Game of Thrones. Et donc là, en l'occurrence, bah, c'était pas mal intéressant aussi toute cette construction donc de septuaire, voilà, pour un petit peu pour les pauvres, pour la populace et tout, toute cette voilà, je vais pas tout refaire tout ce que le lieu Septon a raconté donc quand même Limier, parce que voilà, quand même, je pourrais le faire moins bien que lui, mais quand même toute la leçon de morale, voilà, tout le rappel qu'il lui a fait, le fait qu'il soit passé par les mêmes étapes que lui, même après, juste avant que la fraternité sans bannière se pointe, parce que oui, c'est bien eux qui se sont pointés, pour ceux qui se poseraient la question d'ailleurs, le Limier le relève juste après. Au début, je me suis dit non, de toute façon, ils n'ont pas l'air d'avoir de tenue propre, d'armure propre à une certaine armée, donc ouais, c'est forcément la fraternité sans bannière, donc bien entendu qu'ils l'ont reconnu, et il y a de fortes chances, alors là, j'affirme rien, parce que c'est pas sûr du tout, que ce soit eux donc qui sont revenus et qui ont fait le massacre. La logique voudrait que ce soit ça, mais il y a moyen qu'on se soit fait un petit peu entourlouper, qu'on nous ait mis ça un petit peu pour nous induire en erreur. Après, voilà, après je peux me gourer, mais bien entendu, il y a de très très fortes chances que ce soit eux qui aient fait ça, même si voilà, bah Tauros Demir, enfin je sais pas, c'était pas à l'époque, rappelez-vous, il y a bon ça remonte déjà il y a quelques saisons, que ce soit Tauros Demir ou même Beric Dondarrion, c'était pas des voilà, c'était pas des mercenaires, c'était pas voilà, on va dire des gens qui tuaient n'importe qui, ils avaient un minimum de fierté, un minimum d'honneur. Voilà, c'est ça que je trouve un petit peu bizarre, à moins donc que ce soit ce groupe un petit peu isolé, donc voilà, ils sont un petit peu la fraternité sans manière, ils font un petit peu ce qu'ils veulent. Donc peut-être que c'est ce groupe-là qui a pris simplement l'initiative de leur propre côté, et, voilà, tout simplement pour mener à bien cette chose-là, parce que rappelez-vous que le limier devait être récupéré par la fraternité sans bannière qu'on avait quand même gros sur la patate. Bon, quand même, le limier, il avait réussi à s'en sortir la première fois en gagnant son duel judiciaire face à Beric Dondarrion, qui l'avait tué, mais qui avait été ramené à la vie par Tauros Demir, donc juste derrière. Et depuis ce jour-là, enfin même Maria, à l'époque, elle en avait encore gros sur la patate par rapport au limier, mais Tauros Demir avait toujours dans l'optique de récupérer de récupérer pardon, le limier, puis de le buter. Donc voilà, c'était peut-être un moyen de lui dire maintenant viens à nous, tu vois, maintenant on t'a buté, puis bien entendu le il va être un petit peu remonté encore plus après la mort de son ami, donc le vieux Septon, et donc bien entendu il va se mettre un petit peu à leur poursuite pour histoire d'aller tout simplement d'aller leur régler leur compte. Mais voilà, en tout cas ça promet du très très lourd, et j'ai hâte de voir les retrouver entre Tauros Demir, Beric Dondarrion et puis Limier. Ça promet d'être assez sportif, et ça peut-être, j'espère que ça surviendra en tout cas avant la fin de cette saison. D'autres points aussi importants que je vous disais par rapport au Limier, donc voilà, avant de clôturer par rapport à lui, parce que quand même il a pris une bonne partie par rapport donc à tout ce que voilà, tout le traitement qui a eu lieu, donc voilà, par rapport au fait qu'il soit un petit peu calmé, tu vois, déjà qu'il est voilà, qui dit qu'il a de la haine, mais qu'au final il est pas, enfin il est un petit peu apaisé, tu le sens beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, tu vois, le mec il part plus au quart de tour, mais il sait ce qu'il a vécu, il sait toutes les horreurs qu'il a fait par le passé, et c'est bien justement que le vieux Septon l'ait aidé un petit peu un minimum, voilà, même s'il n'a pas pu le faire très longtemps, à se reconstruire, à se forger un petit peu une nouvelle identité, même si au final ça va pas, la finalité va pas être très très longue, mais je pense que ça va quand même être utile et nécessaire par rapport à la suite de l'intrigue, par rapport au limier, et que ça aura un rôle justement dans ses futures décisions. Si vous voulez que l'ancien limier il aurait pris telle décision, et que là le nouveau limier, enfin selon la décision qu'il va être amené à prendre, ou selon le cas de figure dans lequel il va se trouver, le contexte, il prendra pas forcément la même décision, parce que justement cette interaction et tout ce moment qu'il aura passé avec donc le vieux Septon, je pense, vont rentrer en action, et vont faire qu'il va peut-être changer de décision par rapport à ce qu'il aurait pu prendre comme décision au préalable. Donc ça aussi c'est des points aussi très importants à surveiller. Et voilà, franchement, l'intrigue du limier, je suis impatient de le revoir, et comme je vous disais, avec ses retrouvailles très probables, donc avec Tauros Demir et puis aussi Beric Dondarrion. Et surtout, voilà, dernier point pour clôturer par rapport au limier, après promis j'arrête de vous saouler, par rapport au fait qu'il se demande qu'est-ce qu'il faisait encore en vie. Donc voilà, que punaise mec, en fait avec toutes les horreurs, toutes les atrocités que j'ai fait, pourquoi je suis encore vivant? Et là, justement, encore une fois, ça fait quoi ce que je vous disais avec le vieux Septon? C'est pas par hasard que le mec il a survécu, mais bien entendu il y a une grande théorie, bon je vais en parler peut-être en fin de review histoire de pas spoiler, mais il y a une théorie voilà bien connue par rapport à la suite, et franchement j'espère que ça va se faire, mais en attendant je pense qu'il va y avoir une autre intrigue parallèle par rapport à Tauros Demir et par rapport à la fraternité sans manière, donc ça aussi ça sera assez intéressant à suivre de ce côté là. En tout cas j'espère que les deux intrigues, en tout cas la théorie du ball, voilà, je donne pas la théorie du titre complet, mais voilà, il y a une théorie qui s'appelle donc le ball, voilà, un petit peu Super Bowl, quelque chose comme ça.
Donc voilà, je rentre pas trop dans les détails et puis donc voilà, j'aimerais bien que ça se fasse, mais après donc sa confrontation avec les tout simplement les la fraternité sans bannière. Mais bon, encore une fois, on verra ça un petit peu plus tard. Donc next, on enchaîne avec Port-Réal. Donc Port-Réal quand même un passage assez court donc avec le grand moineau donc qui encore une fois qui s'occupe un petit peu de Marjorie. Donc Marjorie qui l'attendait pour sa leçon un petit peu de prière. Donc voilà, de bien connaître le livre des sept, de bien réciter un petit peu tout ce que tu sais par cœur et tout. Et là Marjorie commence un petit peu à voilà à faire tomber le masque. Donc voilà, la petite reine toute gentille qui voulait pas faire la marche de la honte, qui a mangé dans la main de son roi, qui a mangé dans la main du grand moineau. Et là, le grand moineau, ouais, il commence un petit peu à la percer à jour. Enfin voilà, il commence un petit peu à y voir un peu plus clair entre les mailles du filet de la perverse Marjorie. Et donc, il lui dit, mais comment ça se fait que tu as quitté la couche de ton roi, toi? Pourquoi tu vas plus, pourquoi tu fais plus l'amour avec lui, tout simplement? Donc, juste avant d'arriver sur ce point-là, elle lui précise que par rapport aux pauvres, ça d'ailleurs, elle l'avait déjà dit dans l'épisode précédent, si je dis pas de bêtises, ou l'épisode d'avant, par rapport au fait que les pauvres, voilà, c'était simplement pour se montrer, pour faire un peu sa bienfaitrice, pour se pavaner, qu'elle avait aucune considération pour les pauvres et que donc voilà, maintenant elle a changé, elle veut faire ça pour le bien de la populace, elle veut vraiment prendre conscience conscience un petit peu de leurs difficultés, elle veut être avec eux, les entraider, les aider. Donc voilà, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, voilà, ferme les yeux que je t'entube. Et donc voilà, mais malheureusement pour elle, bah, elle se fait un petit peu rattraper, hein, comme je vous disais, par rapport à justement au fait qu'elle ait quitté la couche, donc de son mari, enfin donc du roi Tomé dans l'occurrence. Donc voilà, comme lui dit le grand moineau, tu es une reine, tu as un devoir de reine, tu dois faire un héritier à ton roi. Et donc voilà, Marjorie qui lui dit écoutez, depuis que j'ai trouvé la foi, je n'ai plus de désir envers mon mari. Puis le grand moineau qui lui dit mais écoute, au final t'as pas besoin d'avoir de désir. Donc voilà, le grand moineau va se prendre la ligue féministe sur la gueule, il va se prendre les fémènes en pleine poire par rapport à ça. Vu que voilà, bon, il le dit pas clairement comme ça, mais tu l'as bien compris comme il le disait, que grosso modo t'es là juste pour pondre et pour, et pour être engrossé, grosso modo, c'est ça on va dire ce qu'il y a, la considération un petit peu qu'il a de la femme. Donc c'est un peu glauquesque, un petit voilà, un chouïa glauque, surtout que parmi la foi militante, il n'y a pas de femmes, si je dis pas de bêtises, bon, à part les septas, bien entendu, mais bon, les septas, on fait vœu de chasteté, si je dis pas de conneries, donc ouais, c'est un petit peu chelou quand même, les délires, mais bon, au final, c'est juste une critique, bien entendu, de l'obscurantisme et puis de ce qui avait pu se passer, si je dis pas de bêtises, avec punaise, que je retrouve le nom, punaise, c'était quoi déjà cet ordre catholique qui avait l'Inquisition, voilà, punaise, il est revenu vraiment de n'importe, il est vraiment revenu de très très loin celui-là, donc avec l'Inquisition qui avait, voilà, qui avait lieu au Moyen-Âge, donc qui avait été introduit, si je dis pas de bêtises, par Isabelle la catholique, donc ouais, qui était un peu l'ordre catholique, mais vraiment, vraiment très très noir, très très dark, donc avec de la torture, avec tout ce que vous voulez, donc ouais, c'est un petit peu une retranscription de l'Inquisition, justement, la foi militante, donc ça aussi c'est assez intéressant de voir un petit peu ce comparatif là. Et donc par rapport à Marjorie, il va y avoir une autre intrigue assez intéressante, donc c'est quand elle va aller retrouver Olenna, donc après Olenna bien entendu elle retrouvera Cersei, donc quand elle va la retrouver, donc même le grand moineau justement qui lui dit voilà, par rapport à votre grand-mère il va falloir qu'on fasse quelque chose, donc voilà, c'est pas possible, c'est une pécheresse, parce que c'est vrai qu'Olenna quand même elle est pas mal light, enfin voilà, ça le dérange pas. Rappelez-vous, il y a déjà quelques saisons, quand elle avait été confrontée à Tywin, elle avait osé lui demander est-ce que vous quand vous étiez jeune, parce que Tywin l'a critiqué par rapport à son petit-fils, par rapport à Loras et ses penchants un petit peu déviants, voilà, je rappelle qu'il est gay pour ceux qui se rappelleraient pas trop. Et donc elle lui disait ah, et vous Lord Tywin, quand vous étiez jeune, vous avez jamais essayé, expérimenté ce genre de choses? Et donc Tywin qui lui dit jamais. Et donc bien entendu, vous savez bien que le grand septon a eu, enfin le grand septon, l'absus révélateur, que le grand moineau a eu vent de tout ça, et que donc en tant que grande pécheresse et puis personne qui tolère un peu ce genre de choses, et peut-être donc qu'ils l'ont pratiqué aussi par le passé, on sait pas, après on sait pas. Surtout qu'en plus Olenna elle a un peu un aspect de septon, enfin de septa pardon, vu qu'elle est tout le temps un petit peu voilée, un petit peu recouverte. Donc voilà, c'était pas mal aussi le comparatif et le parallèle avec la septa Unella justement qui était présente et qui avait pas mal torturé à la fois Cersei et puis aussi maintenant Marjorie, enfin qui l'avait un petit peu torturé aussi, pas autant que Cersei, mais quand même voilà, c'est pas rien, ça faut quand même le prendre en considération. Et donc Olenna donc, qui lui dit mais tu prends pour qui ma fille? Et donc voilà, Marjorie qui lui dit écoute bonne maman, il faut que tu te casses, sinon tu vas passer à la casserole. Ah bon d'accord, t'es âgé et tout, mais faut quand même que tu te casses. Voilà, je t'aime bien, bonne maman, j'ai pas envie que tu passes à la casserole pour si peu. Et donc au final, j'ai beaucoup aimé le petit message qu'elle lui glisse un petit peu en scred, alors qu'au final c'était juste une rose. Bon voilà, là peut-être la rose. La rose des Taïra, donc simplement pour bien confirmer, rentre chez toi. Alors la rose avec les épines, peut-être l'épine qui peuvent symboliser le danger, puis la menace. Voilà, si t'essaies un petit peu de vouloir rester là, de vouloir un petit peu te frotter à la rose, tu vas t'y piquer et tu vas au final le payer très cher. Enfin voilà, on peut vraiment l'interpréter de moult façons, mais au final c'était un petit peu moins risqué. Enfin, imaginez que si Olenna s'était fait choper avec un mot, avec tout écrit, le grand moineau veut ta tête, voilà, ça aurait été cramé. Alors que si elle avait trouvé, enfin, imaginez qu'elle aurait été fouillée par les Septa Unella, elle aurait trouvé que la rose. Bon voilà, au final, t'as le droit d'avoir un petit bout de papier avec la rose de ta maison dans ta poche. Voilà, c'est pas si grave que ça au final, ça craint moins déjà que quelque chose que le grand moineau t'a déclaré, et puis donc qui pourrait te mettre un petit peu dans une situation un petit peu olé olé, puis un petit peu voilà, un petit peu chaud les marrons. Donc ça aussi c'était un point important
à souligner, à aborder. Et donc par rapport à Olenna, le dernier point vraiment important, donc c'est sa confrontation avec Cersei. Donc j'ai vu Cersei se pointer avec la montagne, je me suis dit, oh, putain, elle va aller faire trucider Olenna par la montagne, qu'est-ce qu'elle va lui faire? Donc Cersei au final, qui, même si bien entendu, rappelez-vous, la foi militante, ça vient d'elle, là encore une fois, donc flashback donc de la saison 5, elle l'a rematé si vous vous rappelez plus, si c'est plus tout à fait frais pour vous, mais la foi militante, c'est Cersei qui l'a... Bon, la foi militante existait, enfin elle existait déjà un petit peu par le passé à l'époque des Targaryens, elle avait été dissoute, je crois, 200 ans avant donc les débuts donc, des événements de la saga, enfin de la série. Et donc par la suite, c'est Cersei tout simplement en voyant donc le grand moineau et puis donc tous ceux qui se faisaient appeler pardon les moineaux, donc qui étaient plutôt pacifistes au final, même si voilà ils faisaient deux trois trucs musclés, mais ils n'étaient pas armés. Et c'est elle donc qui a réintroduit l'ordre donc de la famille militante, qui les a armés, qui les a équipés, donc qui a provoqué la situation ubuesque dans laquelle on se trouve actuellement à Port-Réal. Et donc au final, elle mange un petit peu ce qui lui a fait. Donc voilà, en plus comme lui dit Olenna, elle fait pas mort, elle perd pas l'occasion de lui rappeler que tout ce qui se passe avec avec le grand moineau et puis avec la famille militante, c'est de sa faute à elle. Donc c'est à elle d'assumer les conséquences de ce qu'elle a fait, et que voilà, on a vraiment gros sur la patate et qu'elle a vraiment envie de l'avoir pourrir et de vraiment que simplement qu'elle se fasse avoir et qu'elle se fasse littéralement entuber par la famille militante, parce que voilà, elle a encore un procès sur la gueule. Cersei, au final, elle s'est pas tout à fait sortie du piège dans lequel elle s'est embourbée toute seule, enfin les mecs qu'elle a créé même de toutes pièces, voilà, vu qu'au final c'est la famille militante voilà, c'est elle qui a créé la famille militante, et surtout elle a vraiment gros sur la patate Olenna par rapport au fait qu'elle a enfermé donc son petit-fils qui est toujours captif, donc Loras qui est toujours enfermé aussi en attente de son procès, de son jugement. Et voilà, d'ailleurs aussi comme l'avait précisé Marjorie, il faut qu'il confesse, sinon voilà, il risque de passer à la casserole, et quand même il confesserait, il se ferait retirer son titre, tout son héritage, tout ce, parce que c'est l'héritier de Haut-Jardin, donc dans la série, alors que dans les bouquins c'est un petit peu différent, vu que je crois qu'il avait deux grands frères, donc dont un héritier, voilà, en l'occurrence l'aîné, alors que là il est le seul fils, donc l'héritier de Haut-Jardin et puis donc de la famille Tyrell, donc voilà, ça pose pas mal de problèmes, pas mal de problématiques. Et donc par rapport à Olenna, comme je vous disais, lors de sa confrontation avec Cersei, donc voilà, maintenant j'en ai gros sur la patate par rapport à toi, et ce que je sais c'est que maintenant tu pourras plus te relever, t'es vraiment foncé, plus bactère, donc voilà, avec le duel judiciaire que t'as au-dessus de la tête, et puis avec la foi militante qui te surveille de très très près, t'as plus du tout aucun soutien, ton fils est mort, ton mari est mort, donc Robert, mais ça c'était pas une grosse perte pour elle, ton père est mort, donc voilà, t'as plus du tout aucun soutien, la population te déteste, donc voilà, je sais que tu pourras plus te relever, que maintenant tu vas finir plus bactère, et ça au moins c'est bien qu'elle assumé, qu'elle lui ait dit ça vraiment en pleine poire, et puis en pleine gueule, au moins ça leur remet bien sa place, Cersei qui lui dit, eh ben écoutez, voilà Olenna, moi je veux juste que tout simplement que votre petit-fils, que votre petite fille et puis que mon fils soit heureux, qu'il puisse avoir des enfants, et donc qu'on puisse retrouver une bonne entente, et que l'on puisse coopérer, enfin collaborer un petit peu avec la foi militante. Enfin, même si au final elle aussi elle a un petit peu aussi de s'en manger, même si je sais plus si elle le mentionne clairement ou pas dans cet épisode-ci, pardon, c'est pas si important que ça, mais tu vois quand même que Cersei, voilà, elle a envie, elle essaie un petit peu de se mettre la Olenna dans la poche, mais la Olenna, voilà, c'est pas au vieux singe auquel t'apprends à faire la grimace. Olenna, elle est loin d'être bête, elle est beaucoup plus futée que Cersei, même si elle a un réseau un peu moins influent, faut quand même bien le clarifier, mais elle fait avec ce qu'elle a, et surtout elle se laisse pas marcher sur les doigts, et ça franchement c'est très appréciable de la part d'Olenna, franchement qui est un des personnages que j'apprécie le plus et qui est très maligne. Et franchement, si jamais Cersei apprend que c'est Olenna qui est derrière le meurtre de son fils, donc de Joffrey, parce que rappelez-vous c'est bien elle qui a empoisonné la coupe, enfin je vous invite à aller remater l'épisode où Joffrey est décédé, battez bien la coupe de justement la coupe de vin que Joffrey porte à ses, parce que c'est bien la coupe qui a provoqué l'empoisonnement. Regardez bien entre quelles mains elle passe et où elle se trouve juste avant que Tommen la porte que Joffrey Tommen, lapsus révélateur, avant que Joffrey la porte à ses lèvres. Voilà, de toute façon, et puis même après elle avait confirmé à Marjorie que c'était elle qui l'avait tué. Donc voilà, si jamais Cersei l'apprend, mais oh là là, je pense que si elle l'avait su à ce moment-là, mais elle l'aurait fait trucider, mais ça aurait été moche là, franchement ça aurait été très très moche. Mais bon, en tout cas par rapport à justement Olenna qui a décidé donc à partir, donc à ce moment-là elle était en train d'écrire, donc ce sera intéressant de voir si elle aura le temps de s'enfuir, et puis de voir tout ça, comment tout ça va évoluer à Port-Réal, parce que ça reste quand même assez critique, assez chaud, donc on verra encore tout ça bien entendu la prochaine fois, mais en tout cas c'est assez tendu, enfin voilà, même si on n'a pas vu encore une fois toutes les intrigues, enfin de toute façon il n'y a plus grand monde à Port-Réal maintenant quand on regarde bien, vu que Jaime est parti. D'ailleurs Jaime, ça va être justement la bonne transition pour pouvoir arriver à son point, enfin par rapport à son développement, mais que ouais, il y a vraiment plus grand monde à Port-Réal à l'heure actuelle, bon à part le conseil restreint, mais bon enfin, c'est un peu ric-rac, c'est un petit peu limite. Bon, on verra ça un petit peu, je pense, la prochaine fois. Donc on va enchaîner avec Jaime, donc qui est arrivé donc dans le conflant, voilà, dans le trident, vous le qualifiez un peu comme vous voulez, donc à Vivzeg, donc avec le siège de Vivzeg qui est en train de se mettre en place avec ses fils de chiens, fils de Walder Frey, donc en l'occurrence les deux, c'est deux fils, donc je crois que c'est les deux, ces deux seuls héritiers, donc ceux qui avaient buté, si je dis pas de conneries, Lady Catelyn, enfin il y en avait un qui avait buté Lady Catelyn, et puis donc ouais non, les deux qui étaient aussi présents lors de l'épisode précédent, qui s'étaient fait un peu engueuler par Walder Frey, par leur père.
Et donc qui ont toujours le prince Edmure un petit peu en otage et en captif. Donc voilà, il le menace, il menace donc le Sieur qui tient un petit peu le siège de son château, donc de Vivzeg. Bien entendu, c'est son fief, c'est là où il a grandi, c'est le château de sa maison. Et donc voilà, j'aime bien les frères qui dit voilà, maintenant lâchez le château, sinon on tue Lord Edmure, donc, qui est l'héritier de la maison Tully, voilà, qui est le seul héritier vivant, donc le petit frère respectivement de Lisa et puis de Lady Catelyn, voilà, Lady Catelyn Stark. Et donc le Sieur qui dit de toute façon je m'en fous de lui, de toute façon on voit qu'il avait pas mal d'aversion par rapport à lui, qu'il l'énervait, surtout que lors de la guerre avec Robb, donc rappelez-vous dans la saison 2 puis aussi la saison 3, enfin c'est plus la saison 3 ils étaient actifs, et que voilà il avait vraiment beaucoup de, enfin voilà il déteste limite son neveu le bon vieux Sieur, donc Blackfish en anglais, putain en anglais franchement ça sonne 10 fois mieux, que vraiment par rapport à ce point là il en a rien à foutre qu'il meurt, de toute façon comme il le qualifie après quand il va se retrouver face à Jaime, il mourra tôt ou tard, donc ouais, au final c'est pas si grave que ça, c'est pas si important, et puis Osef au final il a qu'à crever. J'ai beaucoup aimé la petite scène qui suit juste après avec Jamie, donc voilà, qui chope les frères un petit peu en chemin, donc voilà, qui leur donne une bonne leçon, donc par rapport au fait, essaie donc de me parler, puis on parler bim, une autre pichenette avec sa main en or, donc quand même ça fait pas mal cette histoire. Et donc par rapport au fait, voilà, maintenant vous le traitez bien, vous le mettez de côté, puis je vais rencontrer donc le Sieur, et puis je vais régler cette affaire avec lui. Donc ça aussi, j'ai beaucoup aimé ce point-là qui est quand même assez intéressant, et par rapport au fait que Jamie préfère donc la négociation plutôt que vraiment que voilà, de passer tout le monde par le fil de l'épée. S'il peut sauver des vies, s'il peut sauver des personnes, donc tu vois que le mec il a changé de mentalité. T'aurais eu le Jamie de début de la saison, de la série, pardon, il aurait pas du tout été dans les mêmes dispositions, il aurait pas été prêt à négocier, donc voilà, ça au moins c'est assez intéressant, et Jamie remonte dans mon estime, et limite je me dis qu'il aurait pu y avoir une collaboration entre le Sieur et puis Jamie, enfin il aurait peut-être pu trouver un terrain d'entente, mais voilà, au final ça a l'air bien entendu très compromis, c'est un petit peu voilà, c'est un petit peu dommage toute cette histoire. Et donc voilà, alors pour reprendre aussi par rapport à Jimmy, donc voilà, quand on le voit arriver justement dans le conflant, donc voilà, non loin de Bibsec, donc par rapport au fait que Bronn lui dit putain mais c'est ça un dick, c'est ça un siège, voilà, parce que oui bah donc un petit peu du monde a essayé un petit peu de poser deux trois à punaise de trois blocs, de trois sacs, histoire donc de faire un petit peu des tranchées, histoire de tenir le siège. Et donc voilà, au final, il n'y a que le pont-levis qui sépare ce qui reste des tauliers qui se sont retranchés punaise, dans la forteresse de Vivzeg, donc dans leur château, d'ailleurs, comme il le qualifiera. Bon, je raciste encore là-dessus, notre cher Silur, pardon, Blackfish, comme quoi il est né dans ce château-là, et puis que voilà, maintenant il est vieux, et puis il s'en fout, s'il doit crever là-dedans, bah il crèvera, et puis voilà, un petit peu en mode voilà, c'est mon affaire, c'est mon problème, et puis tous mes hommes, bah, j'en ai rien à foutre si au final c'est crève. Bon, il le dit pas comme ça, mais je pense de toute façon que c'est ces hommes, voilà, ceux qui lui sont restés fidèles, et qui pensent un petit peu, enfin qui sont un petit peu comme lui, puis qui n'ont voilà, pas peur de laisser leur vie. Donc ça aussi c'était assez marrant. Et puis Bronn aussi un autre point intéressant, vu qu'il faisait son grand retour aussi dans cet épisode-là, voilà, on l'avait pas vu depuis pas mal de temps. Rappelez-vous, enfin on l'avait même pas vu tout court de la saison. Et donc voilà, comme il déclare qu'il en a marre de Lannister, parce que rappelez-vous, Tyrion lui avait déjà fait la promesse, enfin il avait fait moult promesses par le passé qu'il allait avoir une bonne épouse, une épouse convenable, un château et tout. Jamie qui l'avait rechopé dans la saison précédente pour aller sauver Myrcella à Dorne, donc voilà, et puis qu'en l'occurrence il aurait un nouveau château, une épouse un peu mieux gradée, et puis donc là voilà, qui se retrouve encore une fois au nord de Westeros, qui se retrouve un petit peu encore une fois en train d'accompagner Jaime, et puis voilà, d'un petit peu de l'aider un petit peu malgré lui, et donc qui lui dit maintenant voilà, essaie pas de me dire que la Lannister paie toujours ses dettes, parce qu'au final limite tu paies pas tes dettes, vu qu'après tu me réembauches pour un autre boulot derrière, donc voilà, il me dit allez ferme ta gueule, et puis laisse-moi me charger de mon boulot. Donc ça aussi c'était vraiment aussi assez intéressant comme point. Et donc voilà, le dernier point important, donc, comme je vous disais, par rapport à Jamie, et puis par rapport donc, au Silur, donc voilà, le Silur, putain, je sais pas pourquoi je dis le Silur, surtout que c'est le Silur, vu qu'il n'y a qu'un seul L dans son prénom, dans son nom, voilà, vu que c'est un surnom. Et donc par rapport à leur confrontation, et puis donc Jamie le Silur qui lui dit ah ouais, alors voilà, t'es venu pour négocier, où sont Sansa et Arya? Enfin, je croyais que voilà, Lady donc ma nièce en l'occurrence, Lady Catelyn, t'a libéré, toi t'as pas tenu ta part du marché, puis Jamie qui lui dit ouais, mais je sais pas où elles sont, Sansa et puis Arya, donc ouais, je peux pas faire grand chose, donc au final il est quand même pas mal, pas mal dans la merde, et puis même qui lui dit, même après le Sailor qui va vraiment le dénigrer, mais comme c'est pas permis déjà en l'affublant de son doux surnom de régicide, et donc voilà, qui lui dit de toute façon au final t'as aucune fierté, t'as aucun honneur, donc ouais, je suis vraiment déçu de te retrouver en face de moi, même si Jamie au final il est un petit peu consignant, vu que comme je vous disais tout à l'heure, bah, il a pas envie de faire couler le sang, il a pas envie qu'il y ait des morts un petit peu inutiles, il faut quand même aussi le clarifier. Et donc voilà, par rapport à tout ça, ben, il est prêt simplement à lutter jusqu'à la mort, même si le siège doit durer 2 ans. Il lui dit est-ce que tu as 2 ans, 2 ans, 2 ans de ta vie à perdre ici à tenir un siège? Donc voilà, ça aussi c'était assez intéressant. Et surtout de voir que personne justement n'a tenté d'entreprendre d'assassiner un des deux parties, que ce soit donc Jamie, voilà, qui était vraiment aux portes de Vivzec, donc voilà, qui était vraiment à portée de tir des arbalètes, justement des Tully. Pareil donc pour le Stealer qui aurait pu se faire poignarder par Jamie, enfin voilà, ça aurait pas été le premier régicide, enfin là ça aurait pas été un régicide en l'occurrence, mais ça aurait quand même aussi été enfin là aussi
aussi été assez intéressant s'il l'avait fait, mais bon, ça aurait cassé un peu l'image qui est en train de se reconstruire, surtout que Jamie, voilà, je le détestais au début, maintenant il est un petit peu remonté dans mon estime, enfin, surtout depuis qu'il s'est coupé les cheveux, en fait, j'ai l'impression que c'est ça, je vous jure, depuis, voilà, vous regardez par rapport dans les saisons, au moment en fait où il coupe ses cheveux, bah, le mec, putain, mais il a limite l'impression qu'il a changé de mentalité, qu'il pense plus du tout pareil. Ça, franchement, c'est assez flatteur, et donc l'affrontement qui semble vraiment inévitable à la fois donc entre les Tully et puis donc entre les Lannister, donc surtout entre les Silur et puis Jaime, franchement, ce sera assez intéressant de les voir combattre. Et surtout deux autres protagonistes qui ont pris la direction de Vivzek, si vous vous rappelez bien, donc qui eux aussi se seront mêlés à ce conflit. Donc voilà, je vais pas en parler vu qu'ils ne sont pas apparus dans cet épisode, mais ça aussi ce sera un point assez intéressant à surveiller. Bon, j'en parlerai certainement, je pense, dans la partie spoiler, dans la dernière partie de cette review. Et donc, alors un autre point important à aborder, donc voilà, c'est bien entendu, parce alors avant d'aborder les Stark, parce que j'ai envie un petit peu de garder pour la fin, donc le ralliement des Bannerets, qui était quand même un passage assez poilant hein, de tout point de vue, donc avec un retour brief, bref, pardon, sur les Greyjoy, punaise, Greyjoy, je parle un petit peu comme Jean-Pierre Casremou sur les Greyjoy, bien entendu, donc ils sont en train voilà, qui sont un petit peu en train de fuir, voilà, lentement mais sûrement, donc qui eux aussi ont pour objectif de rejoindre Daenerys, donc justement, je pense, ça va très certainement se castagner, voilà, avec l'arrivée donc très certainement je pense de Ron Greyjoy et puis donc de Yara et puis de Théon donc en même temps à Meereen, donc voilà, peut-être pour aller apporter leur soutien et puis leur assistance à Daenerys, surtout qu'elle a besoin d'une nouvelle flotte vu que tous ces bateaux sont fait cramer au début de cette saison 6, donc ça aussi c'était un peu dommage, voilà, du beau gâchis, et surtout aussi par rapport au fait que voilà, faut bien qu'elle ait retrouvé entre Euron et puis c'est voilà, son neveu et sa nièce, et donc aussi voilà, vraiment par rapport à ce point-là, le point aussi qui m'a fait penser qu'on était à Volantis, enfin rappelez-vous au début de la saison 5 épisode 2, enfin, on avait vu l'architecture des maisons un petit peu suspendues au-dessus de l'eau, enfin, voilà, un petit peu en forme de pont, quoi. C'est ça qui m'a fait penser qu'on était à Volantis, même si c'était pas mentionné, même encore une fois je peux me gourer, mais de toute façon une chose est sûre, c'est qu'ils sont à Essos, c'est qu'ils ont fait quand même pas mal de chemin depuis les îles de Fer, voilà, depuis 2 épisodes, enfin voilà, ils ont quand même bien progressé dans dans le détroit. Et donc le point important, quoi, Théon dans un bordel, donc ça c'était assez marrant, et puis du coup, qui peut pas aller peloter des filles, qui peut rien faire ou autre, et là tu vois Yara qui est voilà, vraiment en mode grosse perverse, donc en mode grosse perverse, pardon, donc on l'avait déjà vu aussi dans la bande-annonce donc, de cette saison 6, où on la voyait en galocher une fille, donc en gras les têtes, c'était une putain de SOS, donc voilà, sans trop forcer, la meuf elle t'apprend qu'elle est enfin j'allais dire, voilà, j'allais trop lui dire qu'elle est lesbienne, donc tout simplement, voilà, comme elle le dit à Théon, écoute, maintenant bois tout ton sou, enfin, arrête pas de boire, picole, bois ta bière, histoire donc qu'ils reprennent un petit peu du poil de la bête, et que donc il lui dit maintenant j'ai pas besoin d'une chiffre molle dans ma flotte, soit tu te tranches les veines et puis tu t'en termines maintenant, soit tu te reprends un petit peu et puis tu te reprends un petit peu en main et puis tu te relèves, parce que là Théon, enfin, il est encore un petit peu affaibli, il accuse un petit peu le coup, enfin, maintenant surtout qu'il sait qu'il a son oncle un petit peu il a son oncle aux trousses, enfin, voilà, un petit peu prêt à lui bondir dessus, après à le buter, mais qu'au final ils sont quand même un petit peu les héritiers légitimes des îles de fer, même s'ils sont pas bien entendu punaise, vu qu'aux îles de fer c'est par élection, enfin voilà, c'est pas par descendance, voilà, par ascendance et par descendance, vu que sinon ça aurait été Yara ou surtout Théon, voilà, même si Théon peut pas avoir de descendance, enfin peut plus avoir de descendance, mais voilà, quand même ils ont récupéré une bonne partie de la flotte la flotte Greyjoy, donc ouais, ça explique aussi pourquoi Euron a quand même grossi la patate par rapport à eux, donc cette intrigue sera aussi assez intéressante à suivre par rapport à la suite, surtout que voilà, ils veulent rejoindre Daenerys, et donc peut-être que ça se fera justement fin de saison, ce sera assez intéressant de voir les retrouvailles entre Théon et puis Tyrion, justement, voilà, vu qu'ils s'étaient entreaperçus, rappelez-vous, au tout début de la saison 1, et puis donc que les deux justement avaient eu donc le plaisir intense de pouvoir coucher avec la même pute, donc rappelez-vous Ross, donc une pute du Nord qui était partie un petit peu plus tard donc à Port-Réal, et puis qu'au final s'était fait un petit peu trahir par Littlefinger, qu'il avait livré à Joffrey, donc qu'il avait vraiment massacré à coups de carreau d'arbalète, donc ça aussi ce sera assez intéressant donc de voir les retrouvailles entre Théon et puis Tyrion, donc directement. Un autre point aussi important à aborder, donc voilà, pour les Greyjoy c'était assez court, c'est pour ça que j'ai pas envie de faire trop long non plus, donc bien entendu voilà, le point, j'arrive là-dessus, donc en attendant de garder Arya pour la fin, parce que Arya, voilà, faut le garder pour la fin, c'est pas possible autrement, par rapport justement au ralliement, on va dire, des différents bannerets, avec donc Jon et puis Sir Davos, et puis aussi donc Sansa. Donc déjà ça commence avec la première partie où ils sont donc dans le camp un petit peu retranché des sauvageons, donc où Jon arrive un petit peu à s'assurer l'allégeance de tous les sauvageons, donc j'ai beaucoup aimé le géant, d'ailleurs je me rappelle plus de son nom à celui donc qui avait permis aussi la libération de Jon, vu qu'il avait fait péter les portes de simplement la punaise de Château Noir, donc voilà, pour faire rentrer tout simplement nos amis sauvageons, donc on voit en plus qu'il l'appelle comme ça, qu'il dit hey, Snow, enfin voilà, il lui dit rien, mais je pense qu'il doit être aussi d'accord avec lui pour pouvoir le suivre et pour pouvoir combattre avec lui, enfin voilà, même si maintenant il est, enfin voilà, on va pouvoir imaginer un géant qui arrive sur le champ de bataille haute, enfin même Ramsay et tout, il va pas revenir, ça aussi ce sera assez intéressant, sauf s'il meurt
pendant cette bataille-là, enfin pendant la bataille justement de Winterfell, qui surviendra très certainement dans l'épisode 9, donc ça aussi encore une fois ce sera à surveiller très très près, mais je sais pas, voilà, préparez-vous psychologiquement, je pense qu'il va y avoir beaucoup de morts durant cette bataille, donc ça aussi ça va être assez haut, et j'ai hâte justement qu'on y arrive. Il y a encore un épisode qui nous sépare, enfin un épisode qui je pense sera palpitant, qui nous sépare justement de ce point-là. Donc comme je vous disais, John qui arrive à s'assurer voilà, grâce à Tormund surtout aussi, qui, quand même, qui a joué son rôle très, voilà, très important, donc qui dit punaise, mais oh, regardez-le, ce mec, il a quand même donné sa vie, vu que voilà, John est mort une fois, pour nous, voilà, pour nous permettre donc de nous sauver, pour pouvoir arriver à passer au-delà du mur, parce que ça aussi, il faut pas s'en rappeler, enfin, faut s'en rappeler, pardon, par rapport au fait que c'est John donc, qui les a fait passer par les portes donc, de Château d'Or pour pouvoir arriver à rentrer tout simplement sur Westeros, voilà, pour pouvoir les sauver donc, des marcheurs blancs. Surtout qu'en plus son plan était assez intéressant, et puis même quand il va le soumettre après aux différents bannerets par rapport à, pardon, à ce qui va se passer par la suite. Donc voilà, ça vraiment, voilà, faut vraiment faire abstraction de tout ça pour pouvoir t'associer, pour pouvoir t'allier tout simplement aux sauvageons. Enfin, voilà, faut faire fi de tout ça et qu'au final l'ennemi est un petit peu commun, même si au final certains sont plus loquaces que d'autres et certains sont plus des enfoirés que d'autres. Ça aussi c'est vraiment important à clarifier et puis aussi à préciser. Et donc, alors un autre point, et puis aussi, voilà, aussi par rapport aux sauvageons, le dernier point par rapport aux aliments, si vous décidez de ne pas nous aider, enfin voilà, bon, je vais essayer de vous faire le topo assez rapidement, assez brièvement. Au final, ils ont tout à y gagner, les sauvageons, à aider. Bon, certes, même si certains vont pas mal y laisser la peau, je pense, face au Bolton. S'ils décident de pas les aider, John et puis ça, c'est son armada, ils vont aller se casser les dents sur les Bolton, ils vont se faire massacrer. Et les sauvageons, ils seront pris entre deux feux, à la fois passé par les Bolton qui voudront les massacrer et qui les détestent, et de l'autre côté avec les marcheurs blancs qui arrivent. Donc voilà, les sauvageons, l'un dans l'autre, ils seront pratiquement condamnés. Et surtout, en parallèle de ça, si donc, ils décident d'aider John, donc chose qu'ils vont faire, voilà, ça aussi c'est important de le préciser, ils vont permettre donc la chute des Bolton, donc après ils auront un fief, ils auront tout ce qu'ils voudront voilà, au niveau du nord, ils auront des terres et puis des habitations voilà, pour pouvoir loger, et en même temps ils seront alliés et associés donc, à ceux qui gouverneront le nord, et donc ils pourront lutter en front commun contre l'arrivée des marchands blancs, donc ça aussi ce sera assez intéressant à suivre par la suite. Et donc voilà, c'est juste pour clarifier tout ça, pour vous dire que le sauvageon avait vraiment tout à faire à s'associer bien entendu bien entendu à ce qui reste donc, enfin, au début de l'armée de John et puis de Sansa, l'armée Stark si on peut la qualifier comme ça. Et donc un autre point important, alors là c'était vraiment le point culminant par rapport à John, c'est quand il va donc voilà, quand il va un petit peu visiter la famille punaise, la famille Mormon, donc voilà, avec notamment la petite suzeraine justement de la famille Mormon, donc la toute petite fille qui a pris la place de sa mère, si je dis pas de bêtises, qui s'appelait Lyanna. Je sais plus, non, je crois que c'est la petite qui s'appelle Lyanna, si je dis pas de bêtises, donc en hommage à justement la sœur de Ned Stark, donc voilà, Lyanna Stark, et qui a été un petit peu l'élément déclencheur qui a fait partir tout simplement, voilà, qui a fait un peu partir la guerre et puis la rébellion de Robert contre les Targaryens, et puis le massacre des Targaryens et tout ce qui s'en est suivi, tout ça pour une seule femme, ça quand même faut le clarifier et puis faut le préciser. Ah donc par rapport au fait que les Mormons donc, au début sont un petit peu voilà, sont un petit peu dubitatifs, ils disent nous on sert voilà, nous on sert les Stark, John t'es un Snow et Sansa toi t'es quoi, t'es une Bolton, d'un coup t'es une Lannister, donc quoi, qu'est-ce que t'es, enfin, voilà, pour nous t'es pas une Stark et donc on te sert pas, voilà, c'est pour ça limite j'aurais aimé que Bran ou Rickon ou Arya se pointent et donc voilà, il dit maintenant vous nous servez et puis vous nous saoulez pas, et au final c'est Sir Davos qui va trouver les bons mots pour leur expliquer tout simplement que l'hiver vient et que voilà, maintenant il faut lutter d'un front commun contre les Bolton en vue donc de la future arrivée des marcheurs blancs. Et donc au final elle dit qui est quand même assez conciliante et qui leur dit d'accord, et ben on vous donne 62 hommes. Et donc voilà, au final John il se sent un petit peu insulté, je pense qu'il même sent ça. Et donc quand même la petite fille qui précise on a une petite famille hein, pour info, donc quand même voilà, on nous a donné quand même pas mal d'hommes. Ma mère est morte d'ailleurs durant la guerre d'Europe, durant la rébellion d'Europe. D'ailleurs c'est dommage qu'on n'ait pas vu sa mère à ce moment-là pendant cette saison-là. C'est un petit peu un point que je regrette malheureusement, enfin avec toutes les personnes qui étaient présentes, mais il faut quand même le clarifier parce que ça va être une guerre de Nordiens contre Nordiens, enfin Nordiens sauvageons contre Nordiens, enfin traître Nordien. Au final, c'est quoi qui vaut le plus, enfin c'est quoi au final qui est le plus bas, c'est un traître Nordien ou un sauvageon qui veut devenir Nordien, qui s'associe avec des Nordiens? Moi ouais, je crée quand même du côté des sauvageons pour il faut bien le clarifier et puis aussi le préciser comme je vous disais. Et donc au final elle arrive quand même voilà, un petit peu à s'associer à pas mal donc à fédérer pas mal de clans et punaise, pas mal de voilà, c'est un petit peu laborieux cette je suis désolé, pas mal donc de bannerets, enfin voilà, même si au final les familles sont pas nombreuses et puis qui sont pas voilà, qui sont pas, il y en a pas énormément, t'as pas les principales, bon, bien entendu t'as pas les Bolton, t'as pas les Ombres, t'as pas les Manderly non plus, ça aussi c'était un point qui était un peu dommage, enfin voilà, pour les principales familles du Nord, donc voilà, peut-être aussi qu'on pas encore été sondés parce qu'ils ont sondé donc les Mormons, comme on va le voir un petit peu, déjà les Mormons,
Voilà, donc puis comme le clarifiera donc John, voilà, j'ai servi voilà, fièrement durant dans la garde de nuit, j'ai bien connu donc votre grand-oncle, donc bien entendu Lord Jorah Mormont, donc le père de Jorah aussi, si je dis pas de bêtises, donc Jorah aussi qui était l'héritier de la famille Mormont à la base, donc voilà, de l'île aux ours, donc ça aussi c'était un point important à préciser, à clarifier, même si ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de Jorah d'ailleurs, ça fait déjà 2-3 épisodes, et ça aussi voilà, c'était un point important à clarifier, et puis encore une fois à préciser. Mais comme je vous disais, voilà, avec les Mormons, vraiment la petite fille, la maturité de la petite fille pour son âge, franchement, chapeau bas, et puis classe, franchement, propre. Faut quand même ça mérite d'être souligné, enfin voilà, faut le dire. Comme je vous disais, alors un autre point par rapport à John, donc ouais, qui essaie de rallier donc les Glovers aussi comme bannerait donc à leur cause, mais que malheureusement voilà ils peuvent pas, enfin ils veulent pas comme vu qu'ils préfèrent plutôt parier sur le bon cheval. Il dit voilà on nous a envoyé pas mal d'hommes un peu durant la guerre du roi Rob, lui c'était un vrai Stark et tout, on a pleuré la mort de ton père et tout, mais on vous soutiendra pas. Enfin voilà votre maison est un petit peu petite, enfin vous êtes un petit peu petite non, il dit pas la maison Stark est mort. Voilà, il dit ça quand même devant de ça, donc quand même un bel enfoiré. Puis aussi John qui était quand même un Stark, qui est un Stark, même s'il en porte pas le nom. Donc ça aussi c'était quand même assez dommage et puis assez rédhibitoire et puis assez voilà, ça cassait quand même pas mal pas mal le mythe par rapport aux Stark, et du coup, j'espère que les Glover paieront quand même cher leur traîtrise, et puis surtout le fait de ne pas vouloir se rallier aux Stark, parce qu'au final, c'est quand même des traîtres, il faut bien le préciser, et puis le souligner, ça aussi. Et donc, voilà, le point important donc, pour clôturer ce coup-ci, le ralliement des différents bannerets voilà, qui a eu lieu durant tout cet épisode, donc c'est par rapport au fait qu'ils ont réussi à rallier les maisons Corbois, donc les Mazins, et puis donc Sansa qui voulait aussi rallier les Serwyn, donc John donc, il lui dit, voilà, on va faire avec ce qu'on a, on va faire avec notre armée, on va faire avec nos 2000 sauvageons, voilà, alors que l'armée de demande c'était pratiquement de 100 000 hommes, rappelez-vous, donc il y a déjà quelques saisons, et puis qu'au final maintenant il n'y a plus il y a plus beaucoup de sauvageons, donc c'est un petit peu limite, c'est un petit peu tendu du slip, et que ça va être chaud donc de pouvoir reprendre Winterfell avec seulement 2000 hommes. Et c'est là que Sansa donc, a l'idée d'envoyer une lettre, donc voilà, posée du sceau des Stark, donc ça aussi c'était quand même assez classe, puis on l'avait vu dans la preview. Donc je vais pas vous dire pour qui elle va envoyer cette lettre, d'ailleurs même moi je suis pas sûr à 100%, mais il n'y a pas 36 000 personnes à qui elle a pu envoyer ce pli, surtout après voilà, en plus on voit qu'il commence à y avoir des tensions au niveau du camp entre les, entre les bannerets qui sont un petit peu, voilà, ralliés un petit peu à leur cause, et puis le sauvageon, surtout que cet enfoiré de Clover, il disait des sauvageons dans votre armée, mais jamais je rejoindrai des sauvageons et tout, enfin, tu vois la considération que le mec il a, donc tu vois que le mec il a encore moins envie de se mouiller à aller tout simplement s'allier et puis s'associer au Stark pour aller reprendre Winterfell, donc ouais, c'est vraiment un bel enfoiré et une belle enflure. Et donc ouais, comme je vous disais, les principales familles donc Humble et puis Humble, voilà, Manderly, et puis aussi les et puis là aussi une autre, enfin bref, j'ai oublié le terme, mais ça aussi ce sera assez intéressant de voir donc quelle va être leur position par rapport à la suite, même si on sait que les Humble sont ceux qui ont livré notre cher Rickon comment il s'appelle, à cet enfoiré de Ramsay, voilà, de Ramsay Bolton. Et donc peut-être qu'ils auront un double jeu à jouer, ça aussi ce sera assez intéressant à voir par rapport à la suite, vu qu'ils auraient pu être voilà, un petit peu des bannerets des stars quand même assez importants, assez voilà, très soumis, et puis enfin pas très soumis, mais très fidèles et très comment on pourrait qualifier ça, ouais, très fidèle aux stars. Je sais pas pourquoi j'essaie de chercher j'essaie de chercher un autre terme, un peu comme les Mormons justement. Donc ça aussi, voilà, c'est un point important qui sera important aussi à aborder, je pense, en temps voulu. Et un autre point aussi important à aborder, donc là je pense pardon, que ce coup-ci j'ai fait à peu près le tour par rapport au Nord, donc le dernier point ce coup-ci c'est par rapport à après promis, la review se terminera, donc à part avec le point spoiler qui sera gardé pour la toute fin, donc par rapport à notre chère Arya Nationale, donc qui tranquillement, voilà, je cherche un petit peu un bateau pour pouvoir rentrer, pépère, donc j'ai beaucoup aimé, elle trouve des gens de Westeros, donc elle lui pose un premier elle lui pose un premier paquet de pièces pour qu'elle puisse avoir donc voilà, sa place à bord, et donc après elle lui tend un deuxième sac histoire de lui réserver la cabine, de lui réserver la totale, voilà, et puis d'apparier le lendemain à l'aube. Sauf qu'au final, ça va pas se passer tout à fait ça va se passer comme prévu pour cette partie-là, surtout qu'elle va récupérer ses sacs juste après. Mais comment elle est tranquille sur un pont en train de profiter de son dernier jour à Bravo, c'est là, punaise. Je vous jure, cette personne, elle m'a glacé le sang dès l'instant où je l'ai vue, la petite, voilà, la petite mamie est toute bonne gentille, avec son regard, putain, mais un regard, je vous jure, un regard diabolique, limite. Et donc, voilà, bien entendu, on se doutait à 2000% que c'était la fille sans visage, donc voilà, qui a vraiment poignardé notre pauvre petite Aria de part en part, putain, mais elle méritait pas ça, sérieux, pauvre Aria, punaise, et donc voilà, quand même, elle la croit morte, donc voilà, en plus j'ai beaucoup aimé, après elle redresse un petit peu sa tenue, histoire, voilà, sa petite tenue sans visage, donc voilà, ça c'est fait, voilà, j'ai réussi à la buter sans trop forcer et tout, en plus elle voit bien le sang qui coule au niveau de l'eau, et donc Aria qu'on a profité pour nager entre deux eaux sans remonter à la surface, et donc Aria qui perd pas mal de sang, donc qui saigne pas mal, d'ailleurs ça on avait vu, si je dis pas de bêtises, justement dans la punaise, dans la bande-annonce,
de cette saison 6, donc avec une fille qui était pas mal en train de saigner, donc justement The Grand Est pensait que c'était lié justement avec des événements de la Tour de la Joie, donc c'est aussi possible, mais je crois bien que c'est lié justement à Arya qui est en train de toucher sa plaie, et là donc Arya quand même qui pisse abondamment, et non putain faut pas qu'elle meure, je veux pas qu'elle meure Arya, bon vous allez me dire bah non t'inquiète pas elle est pas morte, sinon voilà on l'aurait pas vu comme ça en train de déambuler dans les routes je vais dire dans les routes Poréal, dans les routes Bravos, mais quand même, hein, ça fait quand même pas mal flipper. Elle perd beaucoup de sang, donc j'espère au final qu'elle voilà, elle va pas perdre grand chose par rapport à tout ça, qu'elle arrivera à s'en remettre. Mais bon, ça risque d'être assez chaud et assez tendu, puis elle a pas l'air d'être prête de quitter Bravos de sitôt, enfin pas aussitôt qu'elle pouvait le penser. Donc ça aussi, voilà, ça me fait pas mal flipper par rapport à la suite. Mais je vous jure, j'ai encore cette image de la vieille qui me hante, mais c'est un truc de fou. Enfin, là, je crois limite que je vais pas endormir de la nuit tellement je vais avoir le focus sur ça, puis sur sa sale gueule de sorcière, ah putain c'était vraiment horrible, oh, je suis dégoûté, mais bon voilà, au moins par rapport à Arya ça avance un petit peu, et puis j'ai hâte justement encore une fois de voir ce qui va se passer par rapport à la suite. Donc on va passer à la partie spoiler, c'est parti. Et donc ça tombe très bien vu que je viens de mater la preview qui est sortie voilà entre le temps où j'ai commencé cette review et puis la fin, voilà, c'est juste complètement ouf et génial. Ah et puis finesse. Oh l'épisode il va être encore plus voilà, il va vraiment être ouf, il va recouper pas mal d'éléments justement qui nous avaient été teasés dans les différentes bandes annonces. Donc voilà, j'ai pas envie de vous le spoiler justement, même si c'est une partie spoiler, ça va juste être de la prédiction. Bon, on est dans la partie spoiler, allez, si, voilà, dire, allez, bon, voilà, je peux en parler, donc comment, voilà, je vous le précise. Voilà, donc on va parler un petit peu de la preview, justement, de cet épisode 8. Donc allez mater la preview si vous l'avez pas maté, ou seulement sauter cette partie si vous l'avez pas maté. Encore une fois, un grand merci à vous si vous partez maintenant. Je vous embrasse très très fort. Voilà. Donc, par rapport à cette preview, donc on voit donc, bien entendu, comme je disais, Brienne et puis Podrick donc qui arrivent. Donc, alors, déjà, chose assez surprenante, ils vont aller dans les deux camps, visiblement. Enfin, d'un côté, ils vont d'abord aller. Enfin, je sais pas où ils vont aller d'abord en premier, vu que d'ailleurs, Brienne a une missive justement qui provient de Sansa, donc voilà, par rapport à son oncle, punaise, à son oncle, je perds son nom, de Silure. Donc voilà, par rapport à ça, peut-être qu'elle voulait avoir son soutien, justement, si je dis pas de bêtises, même si entre-temps, il y a eu le siège de Vivzen, donc il veut pas trop se pointer, justement. Et donc, Brienne qui va un peu aller de camp en camp, vu qu'elle va aller aussi retrouver Jaime, et puis donc on a la scène un petit peu, qui était aussi présente dans la bande-annonce avec Podrick qui se fait choper justement par le coup, donc on ne sait pas encore spoiler, mais ça semble bien une bronne. On a Arya qui déambule qui court un petit peu dans les routes Bravos, donc pour sa survie, donc qui va retomber justement sur la petite fille, vu qu'on la voit un petit peu courir, donc voilà, ça j'ai vraiment fait du point par point pour être sûr de tout ça, donc à un moment, on la voit même sauter dans le vide, donc ça aussi, ça sera vraiment, je pense, assez impressionnant. Et donc peut-être la fin de la confrontation entre elle et puis justement et puis la sans visage, donc ça aussi, il faudra le surveiller de très très près à ce point. Donc puis, je croise les doigts pour qu'Arya arrive à s'en tirer et puis à s'en sortir, et surtout arrive à la tuer. Ça aussi, voilà, il faudra il faut quand même donner un dieu, une âme au dieu multiface, donc autant que ce soit l'âme de la petite fille plutôt que celle de notre chère petite Arya. Et donc le point important, c'est important. Il y a un point par rapport à Tyrion, donc toujours dans la pyramide de Meereen, donc avec le feu qui commence un petit peu à doubler d'intensité, donc peut-être l'arrivée d'un dragon, peut-être Drogon qui revient avec notre chère Daenerys, ça serait vraiment intéressant. Enfin ça, on ne sait pas encore, c'est plus de la spéculation. Et donc le dernier point important de cette bande-annonce, je dirais limite le point le plus important, enfin dehors donc de ce qui se passe de ce qui va se passer donc à Vivzeg, c'est bien entendu ce qui se passe à Port-Réal, donc où là tu sens vraiment que ça commence tu sens que ça va chier avec la femme mutante qui vient chercher Cersei, donc peut-être pour son duel judiciaire, donc avec Lancel en tête de gondole, enfin voilà, avec donc on l'a ramé avec ses frères de la femme militante, et donc la montagne donc là qui s'apprête vraiment à dégainer son épée, à dégainer vraiment à partir en baston, à partir en fight, donc ça aussi ça prend être très très lourd, et puis aussi donc l'affrontement entre, comme je vous disais, à Vivzeg, donc on voit pas mal de choses qui sont en train de se passer de nuit. Donc là aussi peut-être un affrontement qui va avoir lieu de nuit, donc qui pourrait être aussi assez intéressant à aborder, puis à voir encore une fois aussi de manière générale. Et un petit point que j'ai réussi à leaker, enfin voilà, un petit peu à entrevoir, le limier qui a l'air donc de défoncer à quelqu'un donc à coup justement de sa hache, peut-être à coup de bateau, enfin voilà, j'ai cru à coup de burin, mais c'est très certainement à coup de hache qui va crosser. Donc peut-être d'un membre justement qui est venu avec la fraternité sans barrière, donc qui l'a retrouvé puis donc qui va éclater. Donc voilà, au moins notre ami le limier, on va le retrouver dans cet épisode, donc ça aussi ça sera très appréciable, très, très intéressant, et aussi par rapport à la famille militante, voilà, je regroupe un petit peu les différentes infos qu'on a eues avec la preview. Que ça a aussi pas mal bougé à Port-Réal, et que pourrait bien y avoir un coup d'état, et donc peut-être ça risque vraiment Port-Réal risque vraiment de repartir en sac ce coup-ci avec les gardes royaux, avec le guet, et puis aussi le guet de Port-Réal, hein, pas le guet GAY, contre tout simplement contre la famille militante. Donc ça aussi ça sera assez intéressant à voir, et peut-être pourquoi pas la mort du grand moineau tué des mains justement de la montagne. Franchement ça serait avoué que ça serait pas mal. D'ailleurs maintenant que j'y pense, il y a une petite image qui était apparue dans la bande-annonce. Bon voilà, je peux vous en parler. Dans la bande-annonce de la saison 6, on voyait donc le grand moineau en train de prier, et puis on voyait quelqu'un arriver super vite sur lui.
Donc c'est peut-être la montagne donc, qui a été missionnée par Cersei pour aller le buter, donc voilà, aller le planter. Donc ça aussi, bah, ce sera important à surveiller et puis à regarder encore une fois de très très près. Donc voilà, bah, l'épisode qui se termine là-dessus. Donc comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si pas déjà fait pour plus arriver. N'hésitez pas à aller checker la page Facebook, le lien est dans la description. Et surtout, laissez votre avis par rapport à cet épisode qui était vraiment très très bon d'un bout à l'autre. Donc Arya, bon, qui a pas l'air d'être mort tout de suite. Donc ça aussi, c'est le point satisfaisant de la preview, mais bon, elle est pas pour autant tirée d'affaire, donc ouh là là, putain, Arya, survie, tu l'as. Donc voilà, vraiment survie, excusez-moi, ça venait du cœur. Donc voilà, j'espère vraiment qu'elle survivra, et encore une fois, bah, laissez-moi vos avis par rapport à ça dans les commentaires, par rapport à vos prédictions, par rapport à la suite, ce qui vous a plu, ce que vous attendez le plus par rapport à la suite, ça aussi, ça m'intéresse au plus haut point. Donc voilà, vraiment, mettez-moi tout. Et encore une fois, un grand merci à les abonnés à la fois les anciens, comme les nouveaux, comme les futurs, force à vous, piquez pas vous êtes les bases, vous êtes top, et je vous kiffe. Et je vous embrasse très fort. D'ailleurs, on est bientôt 3000, donc continuez vraiment de partager en masse. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.